Aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter cette masterclass N8N. Ce que je vous promets à la fin de cette vidéo, c'est de vous faire quitter d'un parfait débutant à un constructeur d'agents IA. Mais pour cela, la seule chose que je vous demande, c'est d'être concentré tout au long de cette vidéo. Alors, si vous êtes une personne intéressée par les automatisations, par la création d'agents IA, alors cette vidéo est faite pour vous. Étant donné que cette vidéo est assez longue, je vous invite à prendre un stylo et un bout de papier pour noter les éléments les plus pertinents de cette vidéo. Et pour finir, coupez toute distraction autour de vous, car une simple petite distraction peut vous faire perdre une notion super importante. Alors, qu'est-ce que N8N? N8N est un outil d'automatisation low-code. Il permet de construire des outils sous forme de flux de travail ou en quelque sorte workflow. Donc flux de travail, c'est workflow. Super puissant. Du coup, qu'est-ce que j'entends parler par low-code? Low-code signifie le fait de ne pas utiliser de code ou bien utiliser très peu de code. Je m'explique. Sur N8N, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du glisser-déposer. Donc, vous allez juste glisser, déposer ce qu'on appelle des nœuds et les interconnecter pour qu'ils puissent communiquer entre eux et produire des résultats. N8N vous aide à automatiser des workflows. Ça va vous permettre d'améliorer l'efficacité de votre travail. Ça va vous permettre de gagner du temps et de coûts. Ça va vous permettre d'augmenter la scalabilité de votre activité, d'améliorer le traitement des données et d'améliorer l'expérience client. Alors, pourquoi apprendre N8N? N8N permet aux non-développeurs de tirer parti de l'automatisation par l'IA. Comme par exemple, moi, je suis pas un développeur, j'ai pas de connaissances, voire très peu de notions dans tout ce qui concerne les codes. Du coup, ça me permet, moi, en tant que non-développeur, de pouvoir automatiser des trucs super compliqués sans devoir écrire des lignes de code Python ou autre. Du coup, vous n'avez pas besoin de savoir coder. Grâce à N8N, vous avez accès à plus de 300 intégrations intégrées. Il y a les applications Google, les applications Microsoft, il y a Slack, il y a Telegram, il y a X, il y a plein d'autres applications aussi. Du coup, vous allez les assembler et ça va vous permettre d'ouvrir la porte à des possibilités infinies. Et aussi, grâce à N8N, vous avez la possibilité de vous connecter à presque tous les outils grâce à l'extension d'aide d'API, de webhook et de code personnalisé. Ok, là, nous arrivons à la première partie. Premier pas dans N8N. Comment installer N8N et c'est quoi l'interface d'N8N? Pour installer N8N, vous avez deux choix. Soit en auto-hébergement, soit en passant par le cloud d'N8N. Du coup, je vais vous expliquer un peu les deux exemples. Et moi, personnellement, je suis auto-hébergé. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je suis auto-hébergé. Bon, pour commencer, en ce qui concerne l'auto-hébergement, vous avez tout le contrôle et la flexibilité de votre VPS, donc de votre serveur. Donc, vous pouvez configurer ça comme vous voulez et installer N8N. Vous avez votre propre propriété des données. Donc, c'est-à-dire que toutes vos données, c'est vous seul qui les avez et vous n'hébergez pas vos données ailleurs. Du coup, forcément, il y a un coût. Il y a un coût aussi pour l'installation. Et grâce à l'installation en auto-hébergement, vous avez la possibilité de gérer la maintenance comme vous voulez et l'installation comme vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre N8N comme vous voulez. Donc, vous avez tout le contrôle de votre N8N en ce qui concerne l'auto-hébergement sur votre serveur. Du coup, en ce qui concerne le cloud, quand je parle de cloud, je parle de l'installation d'N8N grâce au cloud d'N8N. Donc, vous passez par N8N pour pouvoir utiliser N8N. Donc, vous installez N8N dans le cloud N8N. C'est super facile à utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête parce que je vous assure que, à part si c'est que vous avez une personne qui s'y connaît dans le cloud, dans l'auto-hébergement, dans les serveurs, qui pourra installer N8N pour vous. Si c'est que vous ne vous connaissez pas, franchement, vous allez vous casser la tête parce que c'est un peu compliqué. Du coup, si c'est que vous ne voulez pas de complications, je vous conseille de passer directement par N8N elle-même. Parce que c'est facile à utiliser. Il vous suffit juste de souscrire à l'abonnement et de utiliser directement N8N. C'est disponible et c'est fiable à 100% parce que c'est N8N qui met à jour automatiquement l'application comparé
en auto-hébergement où c'est à vous de toujours mettre à jour manuellement l'application. Alors qu'en passant par le cloud, l'application est mise à jour automatiquement. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est fait automatiquement. Donc, c'est un gain de temps énorme. Ensuite, il y a la sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est que N8N, déjà à la base, va stocker vos données de façon sûre. Comparé à l'auto-hébergement, si c'est que vous ne vous connaissez pas en tout ce qui est sécurité et tout, vous pouvez perdre vos données grâce à une mauvaise manipulation. Aussi, dans le cloud, il y a des coûts. Et aussi, dans le cloud, les traitements de données sont faits de façon efficace. On va continuer. Alors, comment choisir? Si c'est que vous voulez auto-héberger N8N, seulement si vous avez besoin d'un contrôle total sur vos données et votre infrastructure. Je prends par exemple pour tous ceux qui traitent des données hyper sensibles liées à la santé, liées aux finances. Vous n'avez pas le choix que de auto-héberger N8N parce que ça va vous éviter de partager vos données. En quelque sorte, vos données seront stockées dans votre serveur et ça sera uniquement vous qui aurez accès à ces données. Ok. Ensuite, vous souhaitez intégrer N8N en profondeur avec d'autres systèmes. Quand je parle d'intégrer N8N en profondeur avec d'autres systèmes, c'est si c'est que vous avez des systèmes en local dans votre entreprise et que vous voulez interconnecter ça avec ces systèmes-là. Ça sera super pratique d'avoir N8N auto-hébergé. Et si c'est que vous êtes à l'aise avec la gestion des serveurs, comme j'ai dit, c'est super compliqué de gérer ces serveurs-là, à part si c'est que vous avez quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans ça. Si c'est que vous êtes un nomade, franchement, ne vous lancez pas parce que ça va vous casser la tête. En ce qui concerne le cloud, si vous êtes quelqu'un qui aime la simplicité, si vous voulez une mise en place rapide et un hébergement fiable, si vous êtes d'accord pour payer un abonnement à un service géré et si vous n'avez pas de problème à ce que vos données soient traitées par un fournisseur tiers. Du coup, si c'est que vous êtes d'accord que N8N traite vos données, parfait. Alors, en ce qui concerne l'interface d'N8N, dans N8N, il y a ce qu'on appelle les workflows, il y a ce qu'on appelle les nœuds, il y a ce qu'on appelle les exécutions. Ce que vous devez savoir d'N8N, c'est que N8N est en anglais. Toute l'interface d'N8N est en anglais. Du coup, c'est pour ça que vous devez vous habituer au langage. Donc là, on va parler de workflow, on va parler de node et on va parler d'exécution. Du coup, je vais prendre un exemple sur un restaurant. Le workflow sera la recette, le nœud sera chaque étape ou chaque ingrédient et l'exécution sera quand la commande va arriver. Prenons par exemple un poulet rôti. Le workflow sera la recette. Donc le workflow sera le poulet rôti que vous allez commander. Le nœud ou le node sera chaque étape ou chaque ingrédient qu'on va utiliser pour préparer ce poulet rôti. C'est-à-dire assaisonner le poulet, mettre le poulet sur une grillade. C'est ça le nœud. Et l'exécution, ça sera quand le poulet rôti va arriver étant cuit, étant savoureux. Donc c'est ça l'exécution. Donc vous faites une demande et vous recevez une réponse. En fait, c'est ça. Du coup, on continue. Je vais vous faire une présentation guidée de l'interface et je vais vous montrer des modèles N8N qui sont disponibles et que vous pouvez juste copier-coller et utiliser. Du coup, là, je vais me diriger vers N8N. Là, nous sommes sur N8N. Du coup, voici comment l'interface se présente. Là, vous avez les workflows, donc tous les workflows que j'ai créés. Ce que vous voyez activés, ce sont les workflows qui sont activés en temps réel. Ici, au milieu, ce sont les credentials, c'est-à-dire les applications qui sont connectées dans mon N8N. Là, vous pouvez voir que j'ai connecté Google Sheet, Google Drive, Gmail, Telegram, plein de trucs. Et ensuite, là, ce sont les exécutions. Tout ce qui s'exécute en temps réel sur N8N, vous pouvez les récupérer ici avec la date, l'idée de l'exécution et le temps d'exécution avec le statut. Si c'est que c'est une exécution qui a réussi ou bien c'est une exécution qui a échoué. Là, vous pouvez voir, voilà les exécutions qui ont échoué ici. Voilà une différence entre une exécution qui a échoué et une exécution qui a réussi. Ensuite, là, sur personnel, c'est un peu comme un projet personnel à vous. Et du coup, vous avez la possibilité de créer plusieurs projets. Mais ça va dépendre de l'abonnement que vous allez souscrire à N8N. Ensuite, on va se diriger vers les templates. Du coup, voici les templates que d'autres créateurs d'N8N ont créés qui vont vous faciliter la tâche. Du coup, vous avez juste qu'à venir ici, chercher ce qui vous intéresse et copier-coller le workflow.
Donc, prenons par exemple le workflow de Dr. Ferras. C'est une personne que j'apprécie beaucoup son travail. Du coup, là, il a créé un workflow qui vous permet de générer des vidéos avec Nano Banana en utilisant VO-Croix et partager via Blotato. Si vous voulez utiliser par exemple ce workflow-ci, vous pouvez juste cliquer là Use for Free. Ensuite, vous cliquez Import Template to. Là, comme vous pouvez voir, on écrit Self-Hosted. Donc du coup là, j'essaie été auto-hébergé. Là, c'est pour montrer que le truc a été auto-hébergé. Donc là, quand je clique là Import, directement, ça importe le truc. Ici, N8N vous demande de connecter vos différentes applications, que ce soit Telegram, Google Sheet, parce que vous avez besoin de connecter tout ça pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, dès que c'est bon, vous pouvez cliquer sur Continue ici et vous pouvez sauter et cliquer sur Skip. Et là, vous allez voir que tout le workflow apparaît sur votre tableau de bord et vous pouvez l'utiliser maintenant. Donc, c'est si simple que ça. Donc, on va retourner. Ok, là, je vais vous présenter d'autres trucs. Là, ici, au niveau de Help, si c'est que vous avez des questions, si vous êtes bloqué quelque part, N8N a une documentation qui peut vous aider. Du coup, là, quand vous pouvez venir ici et vous allez voir la documentation d'N8N, vous pouvez cliquer là sur documentation et vous allez voir toute la documentation sur N8N. Du coup, si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez venir ici et là, ancrer un mot-clé de votre problème. Forcément, vous allez tomber sur une documentation qui explique. Là, par exemple, si je suis par exemple bloqué sur Gmail, je clique Gmail là. Voilà, je vais voir Gmail No Documentation, je clique dessus. Et cette documentation vous explique comment vous allez pouvoir connecter Gmail à N8N. Donc, il y a toute la documentation là, vous pouvez lire étape par étape. Et voilà, c'est si simple que ça. Ok, là, je vais essayer de revenir sur N8N. Et on va créer un workflow ensemble. Là, je vais venir cliquer ici, sur ce bouton-ci, et je vais cliquer sur Workflow. Là, voici comment l'interface se présente. La première étape, toujours, c'est de mettre un trigger. Un trigger dans N8N, c'est quoi? Un trigger, c'est ce qui déclenche le workflow. Sans trigger, le workflow ne va jamais fonctionner. Donc, du coup, c'est toujours la première étape. Et quand vous cliquez, vous pouvez cliquer ici directement sur le plus ici, ou bien vous pouvez venir cliquer là. Donc, du coup, là, quand vous cliquez sur le plus, voici les différents types de triggers. Il y a le trigger manually. Le trigger manually, c'est le déclencheur manuel. Chaque fois que vous voulez déclencher votre workflow, vous allez cliquer sur un bouton, exécuter le workflow pour que ça déclenche. Ensuite, il y a on app event. Donc, du coup, ça, c'est un trigger qui déclenche par un événement créé dans une application. Ensuite, il y a on schedule. Ce trigger-ci, c'est quand vous avez mis un temps précis à laquelle vous voulez que votre trigger soit déclenché. Donc, par exemple, si c'est que vous voulez que votre trigger se déclenche à chaque 1 heure de la journée, vous venez cliquer ici. À chaque 1 heure, votre workflow va se déclencher. Du coup, un webhook call, c'est quand vous faites un appel webhook, un appel via une requête HTTP. On form submission, c'est quand vous voulez déclencher un workflow par la soumission d'un formulaire. Et ici, when executed by another workflow, c'est quand vous voulez que votre agent IA plus appeler le workflow que vous avez créé. Un chat message, c'est quand vous voulez que le workflow se déclenche quand vous saisissez un message. When running evaluation, moi j'ai jamais utilisé. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais utilisé. Donc je sais pas trop ce que ça signifie. Ensuite, il y a aussi d'autres triggers. Quand vous allez cliquer sur d'autres triggers, vous pouvez voir, il y a les triggers email, il y a les raw triggers, il y a plein d'autres triggers que vous pouvez utiliser. Par exemple, comme les email triggers, c'est quand vous recevez un email et le trigger va s'activer. Ok. Là, voilà. Je clique sur trigger manually. Voici à quoi ressemble trigger manually. Donc, du coup, à chaque fois, vous devez cliquer ici sur execute workflow. Directement, vous voyez ça tourne. Ça s'est transformé en vert. C'est parce que j'ai exécuté le workflow et le workflow s'est déclenché. Ensuite, là, vous pouvez ajouter maintenant d'autres trucs. Vous pouvez ajouter un agent IA si vous voulez. Voilà, vous pouvez ajouter un agent IA comme ceci. Vous pouvez, dans chaque fois quand je vais cliquer là, l'agent IA va se déclencher. Donc, c'est un peu ça, le concept des triggers. On retourne dans la documentation. Ok, là, nous arrivons à la partie 2. Je vais vous expliquer les concepts de base. Quels sont les différents nœuds dans N8N? On va parcourir quelques. Et
on va faire ensemble la création de vos premiers workflows. Donc, je vais faire un exemple de la création d'un premier workflow et je vous invite à pratiquer de votre côté pour que ça soit plus facile. Parce que si c'est que vous regardez uniquement la vidéo sans vous mettre à la pratique, ça sert à rien parce que vous allez l'oublier à la fin. Du coup, quels sont les différents types de nœuds? Il y a les trigger notes, je vous ai expliqué cela. Il y a les action notes, il y a les data transformation, il y a les logic notes. Là, j'ai mis ça en anglais pour que vous puissiez comprendre parce que, comme j'ai dit, N8N est en anglais, donc du coup, c'est mieux d'utiliser le jargon en anglais parce que c'est ça que vous allez confronter à chaque fois quand vous allez ouvrir l'application. Ensuite, là, on passe aux trigger notes. Comme j'ai dit dans la vidéo, les trigger notes, qu'est-ce qu'ils font? Ils indiquent à N8N quand et comment démarrer le workflow. Ensuite, les différents types de nœuds trigger, il y a le manual, il y a le scheduled, il y a le on-chat, on-event, call by another workflow. Je vous ai déjà expliqué ça. Ensuite, il y a le action notes. Le action notes, qu'est-ce qu'ils font? On les appelle un peu les exécutants. Donc du coup, ils exécutent une tâche spécifique. Et les types d'action notes, il y a send mail, create record, make API request, get text messages, set calendar event, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça en live et vous expliquer comment les appliquer et comment les utiliser. Ensuite, il y a le data transformation note. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous aider à modifier ou à traiter les données qui circulent. Quelques exemples. Il y a le set note qui vous permet d'ajouter des champs, de modifier des valeurs ou bien de réduire des données. Il y a le aggregate que j'utilise souvent qui va vous permettre de combiner les données en une seule sortie. C'est-à-dire que vous avez plein de données qui arrivent de partout et vous voulez les combiner en un seul. Vous utilisez aggregate et ça va vous faciliter la tâche. Ensuite, il y a le merge tool. Le merge vous permet de combiner les données provenant de deux sources. Par la suite, il y a les logic notes. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des branches de décision conditionnelles. Par exemple, il y a le if qui va déclencher soit la valeur est vraie ou bien soit la valeur est fausse. Il y a le switch qui achemine les données selon la condition définie. Il y a le wait qui met en pause jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Ok, là, on va bientôt arriver à la création de vos premiers workflows. Et le workflow qu'on va faire aujourd'hui, ça sera un workflow qui va vous permettre de traiter et résumer automatiquement les commandes des clients. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer ce workflow. Là, on passe à la démo. Du coup, on va aller sur N8N. Voilà, nous sommes sur N8N. Je vais vous montrer l'exemple. Premièrement, je vous invite à renommer. Donc là, on va renommer notre workflow à N8N Masterclass commande client. On va renommer ça comme ça. Ensuite, voici le document qu'on va utiliser. Toutes ces informations-ci, moi, j'ai demandé ça à ChatGPT. Donc du coup, j'ai demandé à ChatGPT, crée-moi un document fictif avec des commandes, des noms des clients, tout ça. Du coup, j'ai demandé ça à ChatGPT, il m'a créé ce document. Et c'est ce document qu'on va utiliser pour cet exemple. Donc, le rôle de ce workflow sera, à chaque fois qu'il y aura un nouveau client, une nouvelle commande qui va entrer dans la base de données, automatiquement, nous allons recevoir un email du résumé de la commande du client. Donc, un email qui va nous dire qui est le client qui a acheté le produit, quel produit il a acheté, quelle quantité, il a dépensé combien et il a acheté le produit quand. Du coup, c'est un peu ça. Là, on revient sur N8N. Là, on va supprimer ceci. Le trigger qu'on va utiliser ici, comme je vous ai dit, il y a différents triggers. Le trigger qu'on va utiliser ici, c'est un trigger assez spécial. Et c'est un trigger Google Sheet. Google Sheet. Voilà, Google Sheet. OK. Ensuite, comme action de trigger, on va choisir on added ou updated. Ce qui signifie que à chaque fois qu'une rangée est ajoutée, ça va se déclencher, ou bien à chaque fois qu'une rangée est mise à jour, ça va se déclencher. OK, là ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on doit connecter nos comptes
vu que moi j'ai déjà un compte connecté, je vais connecter un autre compte pour vous montrer comment ça se fait pour connecter un compte à N8N. Alors pour connecter cette API, je vais cliquer sur Create a New Credential. Ensuite, je vais cliquer ici sur OpenDoc. Là, c'est la documentation de N8N qui vous explique étape par étape comment vous allez pouvoir connecter Google Sheet à N8N. Du coup, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de cliquer ici sur Google Cloud. Il nous demande de créer notre compte Google Cloud. Donc, on va cliquer, on va faire comme la documentation nous demande de faire. Étant ici, normalement, vous devez utiliser le compte Google que vous voulez. Comme là, moi, j'ai plusieurs comptes Google. Du coup, moi, je vais utiliser, pour cet exemple, je vais utiliser ce compte Google ici. Alors, dès que vous avez déjà choisi votre compte Google que vous voulez utiliser, prochaine étape, c'est de venir cliquer ici sur console. Quand vous cliquez sur console, l'étape qui suit, c'est de créer votre projet. Du coup, vous devez venir ici. Moi, j'ai déjà un projet que j'ai créé qui s'appelle N8N Test. Mais là, vous devez créer un autre projet. Vous allez devoir créer votre propre projet, si c'est que vous venez de commencer. Du coup, là, vous devez venir cliquer ici sur Nouveau projet et vous allez entrer un nom. Ensuite, vous allez cliquer sur Créer le projet. Vu que moi, j'ai déjà créé le projet, je vais pas créer un nouveau projet. Je vais juste cliquer ici sur Annuler. Et ensuite, vérifiez bien que vous avez sélectionné votre projet. Quand vous finissez de créer un projet, ensuite, vous cliquez sur... Pour cette vidéo, je vais créer un nouveau projet et on va voir comment ça se fait. Donc, je vais créer un nouveau projet. Ça sera plus simple pour vous. Je vais appeler ça Masterclass. J'ai créé le projet Masterclass. Je clique sur Créer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'attends que le projet se crée. Là, ça prend un peu quelques secondes là. Ensuite, le projet est créé. Ensuite, je viens ici, je clique là. Et je vérifie que le projet est bien sélectionné. Donc là, je vais sélectionner le projet. Là, vous pouvez voir que mon projet Masterclass est sélectionné. Top. Ensuite, prochaine étape, vous venez ici, dans la barre de recherche. Vous saisissez l'API que vous voulez connecter. Pour mon exemple, ça sera Google Sheet que moi je veux connecter. Là, je vais saisir Google Sheet. Vous pouvez voir que Google Sheet API se présente. Là, je vais cliquer. Ensuite, je vais venir cliquer sur Activer parce qu'il va me falloir activer cette API pour pouvoir l'utiliser. Je vais cliquer, je vais activer Google API. J'attends quelques secondes le temps que Google Sheet API puisse être activé. OK, top. Google API est activé. Prochaine étape, il nous faut créer des identifiants. Il y a deux solutions. Soit on vient cliquer ici sur créer des identifiants, soit on peut venir ici sur identifiant. Ça dépend de nous. Donc là, par exemple, moi, je vais venir cliquer là, identifiant. Ensuite, je vais venir cliquer là, créer des identifiants. Je vais cliquer sur créer des identifiants. Ensuite, qu'est-ce que je dois venir faire? Je dois cliquer ici là sur ID client hôte. ID client authentification. Voilà, je clique là. ID client. Ensuite, il nous demande d'abord de configurer l'écran de consentement. Donc, c'est obligé. Sinon, on ne pourra pas configurer notre ID client. Du coup, il n'y a pas de souci. On vient cliquer sur configurer l'écran de consentement. Ensuite, on clique sur premier pas. Et là, le nom de l'application. On choisit un nom de l'application. Là, moi, je vais appeler Masterclass toujours. Masterclass. Voilà, Masterclass. OK. Ensuite, l'adresse email. Vous devez utiliser l'adresse email du compte Google que vous utilisez ici sur Google Cloud. Donc, par exemple, n'utilisez pas une autre adresse email sur un autre compte Google différent. Ça va pas fonctionner. Là, je choisis bien l'adresse email du compte Google. Ensuite, je clique sur suivant. Ensuite, prochaine étape, vous allez cliquer sur Extend, sur les cibles. Vous n'allez pas cliquer sur Intern, vous allez cliquer sur Extend. Je ne sais pas pourquoi. Cliquez juste sur Extend. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Là, dans vos coordonnées, vous allez entrer vos coordonnées, Gmail. Donc là, pour moi, c'est entrez toujours le même email que vous utilisez pour ce compte Google. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez cocher j'accepte les conditions. Vous allez cliquer sur continuer et là, vous pouvez créer le truc. Là, on attend quelques secondes le temps que ça puisse être créé. Là, c'est bon. Tout a été créé.
qu'est-ce que j'ai fait? Par la suite, je viens sur créer un client. Vous vous rappelez, on devait créer le client authentification. Là, il y a un raccourci pour créer ça. Donc, du coup, on peut cliquer là directement. Ensuite, le type d'application que je veux créer, c'est quoi? C'est une application web. Parce que nous sommes sur le web. Ensuite, le nom que je vais mettre, je vais toujours appeler ça Masterclass. Moi, j'aime bien utiliser le même nom partout pour que ça m'évite de faire des erreurs. Ensuite, URL de redirection autorisée. Vous allez cliquer là. Vous allez laisser JavaScript. Non, on va pas utiliser un URL JavaScript. On va utiliser un URL de redirection autorisée. Donc là, vous allez cliquer sur ajouter un URL de redirection autorisée. Là, vous allez vous demander maintenant comment trouver cette URL. C'est super simple. Vous revenez dans N8N. Et ici, vous voyez cette URL. Voici cette URL ici. Vous allez juste copier là. Vous allez cliquer sur copie. Vous copiez l'URL. Vous revenez ici et vous coulez l'URL ici. À ce niveau, c'est bon, je pense. Ensuite, vous allez venir cliquer là sur créer. Super. Prochaine étape, vous allez venir cliquer sur ID client. Vous allez copier l'ID client. Vous copiez l'ID client. Vous revenez sur N8N. Vous venez coller ici sur ID client. Ensuite, vous retournez là. Vous copiez code secret du client. Et vous revenez sur N8N. Vous collez le code secret du client. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Vous cliquez juste sur Sign in with Google. Vous choisissez le compte Gmail que vous avez utilisé, le compte Google que vous avez utilisé. Ensuite, il nous disait que accès bloqué, Jaurès IA Shop n'a pas terminé la procédure de validation de Google. Ok. Là, si c'est que vous recevez cette erreur, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir corriger cette erreur. Vous revenez ici sur Google Console. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez cliquer ici sur Audience. Quand vous cliquez sur Audience ici, vous venez juste cliquer là, publier l'application. Ensuite, vous cliquez sur Confirmer. Là, du coup, on autorise Google Cloud à ouvrir l'accès à nos API. Donc, du coup, grâce à cette ouverture, N8N aura la possibilité d'envoyer des requêtes HTTP pour récupérer des informations. Du coup, je reviens sur N8N. Je réessaye à nouveau. Je choisis le compte Google. Ensuite, là, vous voyez, le langage a changé. Là, il me demande maintenant de valider l'application. Pourquoi ça m'affiche ça? C'est parce que moi, je suis auto-hébergé. Si c'est que vous n'êtes pas auto-hébergé, vous n'aurez pas ce message d'erreur. La solution, c'est super simple. Vous cliquez juste sur paramètres avancés et ensuite vous cliquez là, accéder. Là, je veux accéder à mon lien. Je clique sur accéder à mon lien et là, c'est bon. Je clique ici, là, sur tout sélectionner et je clique sur continuer. Connexion successful. Là, je peux revenir sur N8N. Vous pouvez voir que le compte a été connecté. Ça affiche le vert. Le compte a été connecté. Super. Je peux fermer. Et là, je peux choisir, voilà ça, Sheet Masterclass. Je peux choisir ce compte ici. Ok, c'est bon. Prochaine étape. Maintenant, on doit récupérer le document qu'on veut utiliser. Et le document qu'on veut utiliser, c'est commander des clients. Comme vous pouvez voir, je reviens sur le document. Vous pouvez voir ici, commander des clients. Voilà, c'est ce document-ci qu'on veut récupérer. Je reviens à N8N. Ensuite, on va choisir la feuille. Ça sera la première feuille, la feuille 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester pour voir si c'est qu'on arrive à récupérer les informations qui sont dans notre tableau Google Sheet. On va cliquer là. Et là, vous pouvez voir que on a récupéré 15 éléments dans notre tableau. Si on revient dans notre tableau, nous pouvons voir que c'est bel et bien 15 événements. Donc, ça commence de 2 à 16. Voilà, donc c'est 15 événements. Du coup, on revient sur N8N. Ensuite, vous pouvez voir là, c'est la sortie en schéma. Là, c'est la sortie en tableau. Et là, c'est la sortie en JSON. Du coup, à chaque fois quand vous allez faire vos opérations, vous aurez toujours 3 sorties, soit en schéma, soit en tableau et soit en JSON. JSON, c'est quoi? Pour ceux qui veulent savoir, JSON, c'est un langage Java. Comment expliquer ça? C'est un langage qui est super simple à comprendre et qui est facile à lire à l'œil nu.
Donc, comme vous pouvez voir là, vous pouvez, si c'est que vous lisez là, vous pouvez bien comprendre que là, commande C1001, le nom du client, c'est Chantal Fleur, le produit, c'est écran, la quantité, c'est 3, le prix. Vous pouvez voir, vous pouvez comprendre. Donc, du coup, c'est un langage qui est facile à comprendre et c'est un langage utilisé par presque toutes les applications. Donc, presque toutes les applications utilisent le JSON. Et pour être plus précis, ce que vous voyez en blanc, c'est la clé. Et ce que vous voyez en violet, c'est la valeur. Donc, du coup, un JSON est toujours composé d'une clé et d'une valeur. D'une clé et d'une valeur. D'une clé et d'une valeur. Donc, voilà une petite explication d'un JSON. On continue. Prochaine étape, on va ajouter un prochain nœud qui s'appelle OpenAI, le fameux OpenAI. Du coup, on va choisir OpenAI et quelle est l'action que nous allons utiliser? Ça sera l'action Message et Model. Ok, on a choisi Message et Model. On va renommer Message et Model à résumé. Pourquoi je renomme ça résumé? Parce que ça va nous permettre de faire un résumé en quelque sorte. Donc, grâce à ce nœud-ci, nous aurons la possibilité de faire un résumé de toutes les informations qui entrent dans notre base de données Google Sheet. Et aussi, une petite astuce pour vous, c'est que quand vous renommez vos nœuds, évitez souvent de faire ça, de mettre les caractères spéciaux, les E accents, tout ça, parce que parfois, l'application plante. Du coup, vous pouvez mettre, mais quand vous voyez qu'il y a une erreur, vous venez vous retirer le caractère que vous avez mis. Par exemple, au lieu de résumer, vous pouvez juste mettre comme ça, résumé, c'est tout. Voilà. Donc, pour cet exemple, je pense que résumé va fonctionner, mais parfois, l'application bug avec les caractères spéciaux. Ok, c'est bien à savoir. Ensuite, prochaine étape, on va configurer notre nœud OpenAI. On va choisir le modèle. Le modèle, c'est le modèle de langage. Du coup, ici, on me dit que pour notre load list, c'est parce que j'ai choisi le mauvais compte. Là, je vais venir choisir ce compte ici, compte démo. Pour créer un compte, c'est super simple. Je vais vous montrer. Vous venez sur Google, vous allez saisir OpenAI API. Ensuite, vous allez cliquer ici sur le premier API plateforme. Ensuite, prochaine étape, vous venez cliquer sur se connecter et vous choisissez plateforme API. Là, vous allez vous connecter avec votre compte. Et ensuite, prochaine étape, je pense que normalement, c'est dans les paramètres ici. Et dans paramètres, vous venez cliquer ici sur API Key. Et là, vous pouvez créer une clé API. On va nommer ça, par exemple, Masterclass. Ensuite, on va choisir le projet N8N. C'est un projet que j'ai créé déjà. Ensuite, je vais cliquer sur créer des secret keys. Voici la clé. Je copie juste la clé comme ceci. Je reviens sur N8N. Et ensuite, je clique sur Create a new credential. Je colle la clé API ici. Et ensuite, je peux renommer ça Masterclass. Et je clique sur Save pour connecter. Quand vous voyez que ça affiche le vert, ça signifie que l'API a été connectée avec succès. Là, ensuite, on peut maintenant choisir notre modèle. On va cliquer ici et on va choisir le modèle 4O. Ensuite, là, on arrive sur les messages. Du coup, ce que vous devez savoir, c'est que, en ce qui concerne les messages, il y a 3 types de messages. Il y a le user, il y a le système, il y a le assistant. Et du coup, le user prompt, c'est quoi un user prompt? Le user prompt, c'est le prompt que vous saisissez et vous envoyez à ChatGPT, par exemple. Quand vous dites, par exemple, à ChatGPT, aide-moi à rédiger un mail, ça, c'est un user prompt. Maintenant, le système prompt, celui-ci. Le système prompt, c'est le prompt que vous donnez à ChatGPT pour pouvoir l'entraîner. Je m'explique. Si vous voulez entraîner votre ChatGPT pour qu'il puisse toujours vous donner une réponse spécifique, là vous allez dire par exemple que vous allez entraîner votre ChatGPT à lui dire que à chaque fois que je t'écris, tu dois toujours me répondre bonjour messieurs. Et vous avez la possibilité d'entraîner votre ChatGPT ainsi. Donc à chaque fois quand vous allez écrire à votre ChatGPT, il va toujours vous répondre bonjour messieurs. Votre requête, c'est tel. Donc, du coup, ça, c'est un système prompt. Un système prompt, c'est comment vous entraînez votre ChatGPT à vous répondre.
C'est si simple que ça. Et user prompt, c'est la requête que vous demandez à votre ChatGPT. J'essaie d'expliquer de façon la plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Comme je vous ai dit, je vous ai promis qu'à la fin de cette masterclass, vous allez quitter d'un parfait débutant à un constructeur d'agents IA. Donc là, je suis en train de tenir ma promesse. Ok, ensuite, comme prompt, je vais coller ce prompt ici. Je vais venir ici, je vais cliquer sur expression. Du coup, la différence entre fixed et expression, c'est que fixed, c'est un prompt simple que vous donnez. Et expression, c'est un prompt que vous donnez avec des valeurs dynamiques dessus. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, je vais venir cliquer ici pour agrandir. Et là, je vais coller ce prompt ici. Quand vous voyez, j'ai collé ce prompt ici. Quand je vous parlais de valeurs dynamiques, c'est tout ce qui est en vert ici. Ce sont des valeurs dynamiques. Ce sont des JSON ici. Tout ce sont des JSON qui sont récupérés de façon dynamique. Quand je dis de façon dynamique, c'est que à chaque fois que la valeur qui entre va changer, automatiquement, de façon dynamique, ça va changer ici. C'est pour ça que c'est noté en vert. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. Là, je vais effacer toutes ces valeurs dynamiques ici. Ok, super. Là, voici le prompt de base que j'ai donné à mon OpenAI. Donc, du coup, ça, c'est le système prompt que je l'ai donné. Je vous rappelle encore, le système prompt, c'est comment vous entraînez votre ChatGPT à exécuter des tâches. Donc, du coup, je l'entraîne avec ce prompt-ci. Tu es responsable des commandes des clients. Ton travail consiste à prendre les informations concernant une seule commande et à rédiger un résumé clair qui sera envoyé par email à ton équipe. Important, tu dois produire un seul résultat avec uniquement tel. L'email doit être signé par équipe satisfaction client. Ne gère pas plusieurs options ou variantes. Génère uniquement un sujet et un corps pour l'email. Voici les informations de la commande. ID de la commande, nom du client, produit, quantité, prix, date de commande, statut. Donne uniquement en sortie l'objet de l'email et le code de l'email. Voilà le système prompt que j'ai donné. Ensuite, pour pouvoir avoir ces valeurs dynamiques, comment je fais? Sur ID de commande, je viens ici, vous pouvez voir ID de commande ici. Donc, ce sont les valeurs que on a pu récupérer grâce à notre tableau Google Sheet. Donc, ce sont les JSON. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je glisse, je dépose ça ici. Vous pouvez voir que voilà la valeur dynamique que j'ai glissé déposée. Ensuite, je glisse le nom du client, je glisse ici. Je glisse produit, je mets là. Je glisse quantité, je mets là. Je glisse le prix, je mets là. Je glisse la date de commande, je mets là. Et je glisse le statut, je mets là. Comme vous voyez, c'est ça la force de frappe de N8N parce que c'est un outil low code. Donc, du coup, vous pouvez juste du glisser déposer, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Et c'est ça qui génère des résultats. Super simple. Ensuite, c'est tout bon là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer ici sur Output Content as JSON. C'est très important parce que si c'est que vous ne faites pas ça, le résultat qui va sortir ne sera pas séparé en JSON. C'est pour ça que je coche cette case aussi. Je vais vous montrer un exemple. Si je décoche et que je teste l'outil, on va voir la réponse que ça va donner. On attend quelques secondes, le temps que ça puisse réfléchir et ça puisse traiter les données entrant. Là, vous pouvez voir qu'il a fini de traiter les informations et il a sorti le résultat. Du coup, si je mets le mot de schéma, vous pouvez voir que il a sorti l'information, mais il n'a pas séparé les informations comme je lui ai demandé qu'il sépare les informations. Il a récupéré toutes les informations, il a envoyé ça en un seul. Pourtant, je voulais qu'il sépare les informations. Du coup, vous pouvez voir, il y a role, il y a content, il y a tout ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je clique ici et je reteste. Vous allez voir que le résultat va changer. Vous voyez, le résultat est arrivé. Comme vous pouvez le voir, il a séparé les contenus comme je l'ai demandé de faire. Il a séparé le contenu en objet de l'email et encore de l'email. Alors qu'au départ, tout était fusionné en un seul. Là, il a séparé comme je voulais. Donc, c'est grâce à cet outil Output Content as JSON. Déjà, j'espère que vous suivez et vous êtes en train de mettre en pratique de votre côté. Parce que c'est super important. Sinon, vous allez l'oublier.
Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Ensuite, prochaine étape, on va ajouter un prochain nœud qui sera un nœud Gmail. Et le rôle de ce nœud Gmail, ça sera de nous envoyer des emails à chaque fois que il y a un truc qui se passe dans notre base de données, on va recevoir un email par rapport à cela. Du coup, là, je clique sur Send a Message parce que c'est le rôle qu'on veut. Et là, je peux renommer Send Message à envoyer un email. Envoyer un email. Tout simple. Ok, ensuite, comme champ, au niveau de To. To, c'est à qui je vais envoyer le mail. Vu que je veux m'envoyer le mail à moi, du coup, je vais juste entrer ici l'adresse email où je veux recevoir le mail à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur ma base de données. Là, je vais entrer mon mail ici. Comme sujet, je vais glisser, déposer l'objet de l'email. Voilà, c'est ça, le sujet. Et comme email type, je vais changer et je vais mettre le format texte. Parce que nous voulons que l'email que nous allons envoyer, ça sera en format texte. Voilà. Et du coup, comme corps de l'email, voici le corps de l'email ici que j'envoie. Donc, qui sera le message en question. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que si je clique sur tester, je vais recevoir des emails qui vont venir en masse par rapport aux résultats qui sont dans ma base de données Google Sheet. Premièrement, je vais essayer de me connecter à mon Gmail et on va voir à quoi ça ressemble. Là, je suis sur mon Gmail. Je vais lire tous les mails que vous puissiez voir que ce n'est pas du bullshit. Là, voici tous les mails ici. Voici mon Gmail ici. Du coup, quand je vais lancer le truc, vous allez voir que le truc va déclencher normalement. Donc, on va faire le test ensemble. Je vais lancer le test. Boum. Du coup, son rôle, c'est d'envoyer l'email. Donc, du coup, là, il récupère les informations que je lui ai envoyées et il envoie l'email en question. Donc, du coup, là, quand je reviens, si j'actualise, vous voyez, j'ai actualisé et boum, voilà tous les emails que j'ai reçus. Et c'est comment? Et c'est combien? C'est 15 emails. Pourquoi c'est 15 emails? Parce que il y a 15 commandes dans ma base de données. Voilà, vous pouvez voir de la commande 1 à la commande 15. 01, 001 à 0 à 015. Voilà. Donc, du coup, voilà à quoi ça ressemble un email. Du coup, bonjour, nous vous informons que la commande 001 passée par Chantal Fleur le 10 septembre 2025 a été annulée. La commande concernait 3 unités du produit écran 24 pour un montant total de... Pour toute question ou assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter cordialement. Voilà. Équipe satisfaction client. Donc, il a fait exactement comme je voulais. Ensuite, vous allez voir que il y a une signature ici. This email was sent automatically with N8N. Du coup, si c'est que vous ne voulez pas avoir cette signature, c'est super simple. Vous venez ici dans N8N. Vous venez ici dans Add Option. Vous cliquez sur Append N8N Attribution et vous décochez ceci. Donc, à chaque fois que nous allons exécuter l'email, nous n'aurons plus de signature de la part de N8N dessus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester le truc en live pour voir vraiment si c'est que ça fonctionne. Là, je vais revenir sur mon trigger. Ici, je vais choisir, ça c'est le mode de déclenchement. Donc du coup, ici, ça signifie que ça va déclencher à chaque minute qu'il y aura un changement. À chaque fois qu'il y a un changement dans ma base de données, à chaque minute, mon workflow va se déclencher. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va venir activer le workflow. Du coup, j'ai activé le workflow, ce qui fait en sorte que à chaque fois, dans chaque 1 minute, le workflow va se déclencher. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici dans le tableau et on va modifier les informations. Donc là, par exemple, Sophie Prune, je vais changer sa valeur ici à 16. Prune, je vais appeler ça Sophie Dupont, par exemple, Sophie Dupont. Et je vais laisser tablette, je vais mettre 2, par exemple, 2. Et en attente, au lieu de mettre en attente, je vais mettre livré. Normalement, si tout se passe bien, on va essayer de delete tout ça. Normalement, si tout se passe bien, on va recevoir un nouveau mail dans 1 minute avec les nouvelles données qui sont mises à jour dans la base de données Google Sheet.
Du coup, on va patienter quelques temps et on va tester pour voir si c'est que on a reçu automatiquement l'email avec les mises à jour. Si j'actualise, vous voyez, j'ai actualisé et automatiquement, on a reçu l'email avec les informations à jour. Vous pouvez voir que ici, les informations que j'ai mis à jour, Sophie Dupont, j'ai changé l'idée de la commande à 1016, dont les informations ont été mises à jour et j'ai reçu les informations 1 minute après. Donc, le workflow fonctionne. Là, je viens de vous expliquer comment créer votre premier workflow qui vous permet de faire un résumé des commandes des clients que vous recevez dans votre base de données. Maintenant, on va retourner à la présentation, à la documentation. Là, on a terminé avec la démo. On passe maintenant à la partie 3, les bases de données vectorielles. Ici, on va parler de qu'est-ce qu'un RAC, qu'est-ce qu'une base de données vectorielle, et ensuite, je vais vous guider étape à étape comment vous allez pouvoir construire un agent IA RAC. Du coup, c'est quoi un RAC? Un RAC, c'est génération améliorée par la recherche. C'est une approche de l'intelligence artificielle où un modèle comme GPT ne se contente pas de répondre avec ce qu'il connaît déjà, mais va chercher des informations dans une base de données ou un corps externe avant de générer sa réponse. De façon concrète, c'est quoi? Un RAC, il ne va pas récupérer les informations, il ne va pas inventer les informations, il va récupérer les informations que vous l'avez fournies. Si par exemple vous avez une entreprise, vous avez des informations cruciales de votre entreprise qui sont notées dans des documents, du coup vous allez demander à votre agent IA RAC de récupérer toutes ces informations-là et vous fournir ça grâce à une simple requête. Donc au lieu de récupérer un document de 1000 pages et de fouiller et de lire, fouiller page par page pour récupérer l'information, vous avez juste besoin de rédiger une demande à votre agent IA. Par exemple, combien de clients j'ai eu le mois de juin. Si c'est que ces informations sont disponibles dans le document, il va aller récupérer l'information là de façon instantanée et vous fournir cette information-là. Donc ça vous permet de gagner un temps énorme au lieu de récupérer le document, de fouiller étape par étape. Vous demandez juste à votre agent, vous fournissez l'information à un claquement de doigts. Voilà, c'est ça, un agent IA RAC. Et du coup, comme j'ai dit, il vous permet de récupérer des informations pertinentes dans les sources externes et l'IA utilise ces informations pour générer une réponse. L'importance du RAC, je vous ai un peu expliqué à quoi sert un RAC. Donc du coup, il n'y a pas de supposition avec un RAC. Un RAC, c'est vous fournissez une information et il vous renvoie cette information quand vous allez lui demander. Il ne cherche pas, il n'invente pas, il vous donne du concret. C'est ça un RAC. Il y a l'assistant IA. L'IA ne va pas inventer une réponse en se basant uniquement sur ce qu'elle a appris pendant son entraînement. Elle va plutôt aller chercher l'information dans les propres données pour vous donner une réponse fiable. Donc c'est ça un RAC. Qu'est-ce qu'une base de données vectorielle? Là, on a fini avec les RAC. Maintenant, on enchaîne avec une base de données vectorielle. Le RAC a besoin d'un moyen de stocker et d'extraire les données de manière efficace. C'est pour ça qu'il utilise une base de données vectorielle. Parce que sans ça, il ne pourra pas récupérer l'information. Donc du coup, c'est quoi un vecteur? Un vecteur, il stocke des données dans des vecteurs. Il y a une base de données numérique qui représente le sens des mots, des textes, une information pertinente. Donc du coup, là, c'est un exemple d'un vecteur. Donc je vais vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Donc du coup, là, c'est un vecteur, comme vous pouvez voir sur la présentation. Du coup, avant de vous expliquer vraiment ce qu'est un vecteur, je vais vous expliquer comment ça se passe quand une information passe par un RAC pour arriver dans une base de données vectorielle. Le RAC, qu'est-ce qu'il fait? Le RAC récupère le document, il transforme ça en texte, ensuite il stocke ça dans un vecteur et ce vecteur est stocké dans une base de données vectorielle. Donc en fait, c'est ce qui se passe. Concrètement, ces vecteurs sont représentés par des chiffres.
0, 1, 0, 0, 0, tout ça. Donc, ces vecteurs sont représentés par des chiffres et chaque chiffre représente des lettres qui ont été transformées par le RAC. Donc, du coup, les milliers de chiffres que vous voyez souvent dans des films, vous voyez un peu des milliers de chiffres qui passent un peu partout. C'est ça qu'on appelle des vecteurs, en quelque sorte. Et ces vecteurs et chaque chiffre représente des lettres ou bien des jeux de mots. Et tout ça est stocké dans une base de données multidimensionnelle. C'est pour ça que vous voyez sur le schéma une multidimension. Donc, tous ces petits points bleus que vous voyez là, ce sont des vecteurs qui sont stockés dans une base de données multidimensionnelle. Et grâce à ces vecteurs-ci, nous pouvons récupérer des informations en instantané grâce à son modèle d'exécution. Je vous explique. Même si c'est que vous faites une requête qui n'est pas cohérente, je prends un exemple tout bête. Vous allez faire une recherche dans votre base de données sur le MacBook. Ce que le vecteur va faire, c'est que il va essayer de trouver des informations similaires à votre requête. Il va se dire, un MacBook, c'est un laptop. Donc du coup, je vais aller récupérer les informations dans les laptops et je pourrais tirer une réponse sur le MacBook en question. Donc c'est un peu comme ça qu'il réfléchit. Il cherche des informations similaires dans sa base de données. Il les chemine pour pouvoir avoir une réponse. Comparé aux bases de données traditionnelles que il récupère les informations binaires. Donc si vous demandez par exemple MacBook, il est obligé d'aller chercher MacBook. Et s'il trouve pas MacBook, ça crée le bazar. Pourtant avec une donnée vectorielle, en fonction de l'information que vous allez lui donner, il pourra trouver des réponses similaires et ajuster et vous fournir une réponse adéquate. Donc c'est ça la puissance d'une base de données vectorielle et des vecteurs. Je sais pas si c'est que j'explique ça de façon explicite, mais je fais vraiment de mon mieux pour que vous puissiez comprendre. Ok, on continue. Là, on va faire l'intégration des données dans une base de données vectorielle. Comment ça se passe, l'intégration des données dans une base de données vectorielle? Du coup, il y a le chargement des données. Le RAC va envoyer les données entrant pour les transmettre à un séparateur de texte. Et ensuite, le texte est fractionné pour que la recherche puisse être efficace. Donc, du coup, quand l'information arrive, l'information est transformée en texte et les textes sont séparés, fractionnés en petits bouts de texte. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une recherche, le vecteur arrive dans sa base de données, il cherche des similitudes, des informations similaires, il regroupe ces différents mots et il vous forme une réponse. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là, on va passer à la démo. De retour sur mon N8N, on va créer maintenant un nouveau workflow. Là, j'ai plus besoin de ça, je vais désactiver. Ok, je vais venir ici, cliquer sur le plus là et créer un nouveau workflow. Ok, maintenant on va passer à la création de notre workflow qui va nous permettre de stocker un document dans notre base de données vectorielle. Du coup, le workflow en question, on va appeler ça BD vectoriel. Je vais appeler ça comme ça, BD vectoriel. Ensuite, premier nœud qu'on va utiliser, ça sera un trigger manually. C'est un trigger manuel. Du coup, à chaque fois qu'on va cliquer ici sur Execute Workflow comme ceci, le workflow va se déclencher. Ensuite, prochaine étape, on va utiliser un nœud Google Drive. Et ensuite, on va choisir l'action Download File. Du coup, cette action Download File va nous permettre de télécharger notre document dans notre Drive et de importer ce document-là dans la base de données vectorielle. Donc là, premièrement, on va d'abord chercher à télécharger le document. Et le document en question qui est dans mon Drive, c'est ce document-ci, qui est un document qui parle des fonctionnalités iOS 18. C'est vrai que nous sommes déjà dans iOS 26 et plus, mais bon, ça c'est un document que j'ai fouillé vite fait et j'ai trouvé ça sur Google. Donc du coup, on va utiliser ce document-ci. Ok, du coup, au niveau de File, on va chercher File. Et le fichier en question, c'est iOS 18. Si c'est que vous voulez savoir comment connecter
un compte Google Drive ici, parce que j'ai créé un compte Google Drive pour la masterclass que j'ai nommé ça masterclass. C'est pareil, c'est le même principe qu'on a utilisé pour créer le compte Google Sheet. Du coup, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a choisi le document en question. Et comme je disais, si c'est que vous voulez connecter Google Drive à N8N, j'ai fait une vidéo où j'explique comment connecter tous les API de Google à N8N. Du coup, si c'est ce que vous voulez la vidéo, je vais soit épingler la vidéo, soit mettre le lien de la vidéo dans la description et vous aurez une explication plus détaillée sur comment connecter Google Drive et les autres comptes Google comme Google Agenda, comme Gmail, comme Google Doc, etc. Ensuite là, qu'est-ce qu'on fait? On teste le nœud pour voir si c'est qu'il est capable de télécharger le fichier. Et oui, il est capable de télécharger le fichier. Voilà le fichier en question ici. Super. Ensuite, prochaine étape, ça sera de connecter notre base de données vectorielle. Et la base de données vectorielle en question, ça s'appelle le Pinecone. Ok, Pinecone Vector Store, voici ça, Pinecone Vector Store. Et l'action qu'on va utiliser, ça sera Add Document to Vector Store. Donc du coup, c'est cette action qu'on va utiliser parce que notre but, c'est d'insérer le document dans la base de données. Ok, ensuite, comme index, je vais choisir Tuto Masterclass. C'est un index que j'ai créé dans Pinecone. Du coup, là, je peux me connecter pour vous montrer. Voici Pinecone ici. Voici à quoi ça ressemble. Et voici tous les index ici. Du coup, là, je suis venu cliquer ici sur Create Index et j'ai créé l'index Tuto Masterclass. Ne vous inquiétez pas, car j'ai fait une vidéo par rapport à ça déjà sur ma chaîne. Je vais épingler la vidéo. Si c'est que vous voulez savoir comment créer un agent hack, là-bas, je pars plus en détail. Je vous explique comment créer vos comptes Pinecone, comment créer les index, comment créer les namespaces, tout ce genre de trucs qu'on va mentionner dans cette vidéo, mais que je vais pas aller en détail pour éviter que la vidéo soit trop longue. Du coup, voilà. Donc là, j'ai créé l'index ici, Tuto Masterclass. Et dans Tuto Masterclass, j'ai créé un namespace qui s'appelle Masterclass. Et c'est ici à l'intérieur que notre document est stocké. Voilà. Du coup, là, je choisis Tuto Masterclass et ensuite, comme No Properties, j'ajoute l'option. Je clique sur Pinecone Namespace et je note Masterclass. Parce que ça doit être pareil. Donc, voici ça, Masterclass. Je reviens ici. Comme vous pouvez voir, Masterclass. Namespace 6. Comme vous pouvez voir ici, Namespace. Donc, ça doit être pareil et identique. C'est super important. Sinon, ça va pas fonctionner. Ensuite, prochaine étape. Je viens ici, j'ajoute un embedding. Et c'est cet embedding-ci que j'ajoute qui est un OpenAI Text Embedding 3 Small. J'entre pas vraiment dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça fonctionne et comment vous pouvez le connecter. Et si vous voulez savoir comment faire dans les détails, la vidéo sera en description. Ici, je vais choisir la connexion qui est Masterclass, le compte que j'ai créé pour ce tuto. Et là, je vais choisir un data loader, un document loader, autant pour moi. Du coup, le document loader, c'est ça. Default data loader, ouais. Du coup, cet outil-ci va nous permettre de charger les documents dans Pinecone. C'est tout. En gros, qu'est-ce que je fais? C'est que au niveau du type de données, je choisis binary parce que notre fichier a été téléchargé avec le fichier binaire qui est binary. Donc, je vais revenir pour que vous puissiez bien voir. Là, quand je viens là, vous voyez que quand il a téléchargé le document, vous pouvez voir ici, ce n'est ni schéma, ce n'est ni table, ce n'est ni JSON, ce n'est pas un JSON, c'est un binary. Donc voilà, c'est un binary. Du coup, le fichier que je vais charger dans la base de données, c'est un fichier binary. C'est pour ça que je note ça ici, binary. Si je fais pas ça, ça va pas fonctionner. C'est super important. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde et j'exécute tout à 0. Vous pouvez voir que ça réfléchit, ça charge les documents, bam, 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 et bam, ça charge les documents et ça envoie les documents dans la base de données. Là, les documents ont été importés dans la base de données. Ensuite, maintenant, prochaine étape, ça sera de créer un nouveau workflow.
Et dans ce workflow-là, je vais créer un agent IA qui sera capable de récupérer les informations dans ma base de données vectorielle et me fournir ça en temps réel grâce à une petite requête que je vais faire. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on crée un nouveau workflow et c'est ici que je vais créer mon workflow d'agent IA. Ok, là, nous allons créer maintenant notre agent IA qui sera capable de récupérer une information à travers une requête qu'on va faire. Il pourra aller récupérer cette information dans la base de données vectorielle et nous renvoyer cette réponse-là. Du coup, là, on va créer cet agent IA RAC. Première étape, je vais renommer, je vais appeler ça agent IA RAC. Agent IA RAC Masterclass. Ok. Ensuite, première étape, le trigger, ça sera un on-chat message. Voilà, ça sera le premier trigger ici, on-chat message. Ok. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, on-chat message, ça va se déclencher à chaque fois que je vais saisir un prompt ou une requête. Le trigger va se déclencher, le workflow va se déclencher. Ok, ça c'est bon pour celui-ci. Deuxième étape, j'ajoute l'agent IA. Donc, je viens ici, je clique AI. Ensuite, je choisis AI Agent. Tout est bon. Ensuite, là, je vais choisir le modèle que je vais utiliser. Ça sera OpenAI Chat Model. Je vais choisir, là, ça refuse parce que je n'ai pas choisi le bon compte. Là, je vais choisir le compte Masterclass que nous avons créé ensemble et je vais choisir le modèle Kato. Ok, ça c'est bon pour le chat modèle. Ensuite, concernant la mémoire, je vais choisir un simple memory. En fait, cette mémoire, c'est quoi? Cette mémoire, ça va nous permettre de stocker les derniers échanges qu'on aura avec l'agent IA. Donc, comme vous pouvez voir ici, context window length 5, ce qui signifie que ça va stocker les 5 derniers échanges qu'on aura avec l'agent IA. Sans cette mémoire-ci, à chaque fois qu'on va discuter avec notre agent IA, il va oublier tous les traitements d'exécution qu'il a eu auparavant avec nous. Alors que grâce à ça, il va stocker les 5 dernières transactions et opérations qu'on aura échangées avec lui. C'est bon. Ensuite, prochaine étape, ajouter l'outil. L'outil qu'on va ajouter, ça sera une base de données vectorielle. Donc là, on va saisir Vector Store. Et là, on va choisir cet outil-ci, Vector Store Question Answer Tool. Pour le prompt, voici le prompt que je vais ajouter ici. Je vais ajouter ce prompt ici qui dit « Appelle cet outil pour accéder à la base de données et répondre aux questions de l'utilisateur ». Ensuite, prochaine étape, je vais ajouter un Vector Store modèle qui sera bel et bien Pinecone Vector Store. Et ici, je vais choisir le modèle index que j'ai créé qui est Tuto Masterclass que j'ai créé avec vous. Et ensuite, au niveau des options, je vais ajouter un Pinecone namespace. Je vais entrer Masterclass. Rappelez-vous qu'on a créé cette namespace ensemble. Du coup, si c'est que je n'appelle pas ça, je pourrais pas récupérer l'information. Donc, c'est super important. Ensuite, je vais ajouter un embedding modèle. Donc, le modèle que je vais ajouter, ça sera text embedding 3 small. Ok, c'est bon. Là, je mets comme ceci. Ensuite, le modèle, le storage modèle que je vais ajouter pour cet agent vectoriel, c'est ceci. Je vais ajouter le modèle OpenAI et je vais choisir le modèle 4O. Mais là, petite erreur, je dois choisir le bon compte qu'on a créé qui est Masterclass. Et là, je veux choisir maintenant le modèle 4O. Ok, je pense que tout est bon normalement. Tout a été écheminé. Donc du coup, là, on va tester. Pour tester, pour voir si c'est que notre agent RAC fonctionne, on va revenir dans le document ici. Voilà le document iOS 18. Du coup, là, je vais poser une question par rapport à ce document-ci pour voir ce qui va nous renvoyer la réponse. Là, je peux choisir jeux vidéo, par exemple. Bien, AirPod. Bonjour, AirPod. Vas-y, AirPod. Je choisis AirPod. Je reviens dans notre agent IA. Donc, c'est celui-ci. Je lui pose la question, c'est quoi les AirPods? J'envoie la requête. Il récupère, il fouille. Les AirPods sont les écouteurs sans fil. Mais là, il y a un problème. Là, il a utilisé sa mémoire ChatGPT, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il vienne récupérer l'information ici, dans le Pinecone Vector Store. C'est où vient le prompt. Vous vous rappelez de ce fameux prompt que je vous ai dit
que vous devez donner un prompt à votre agent IA pour l'entraîner à agir de la façon que vous voulez. Donc du coup, là, quand je vais cliquer sur agent IA, c'est quoi que je dois ajouter ici? Je dois ajouter un système prompt, un prompt et système. Et c'est ce prompt et système, c'est qui va dire à l'agent IA comment fonctionner. Donc son rôle, ça sera d'aller récupérer les informations dans la base de données vectorielle et nous renvoyer cette information-là. Donc du coup, je vais coller le prompt ici. Je vais agrandir en expression. Je vais effacer ça et je vais coller ce prompt ici. Bon, pour là, je vais supprimer cette dernière phrase ici parce que ça me plaît pas. Reformuler les informations trouvées pour être clair et précis. Je veux rien reformuler. Je veux qu'il me renvoie les informations telles qui est décrit dans le document. Je pense que c'est bon. Là, vous pouvez lire un peu, on va un peu essayer de lire vu que c'est pas trop long. Tu es un assistant spécialisé, tu dois répondre uniquement avec les informations contenues dans la base de données vectorielle. Si la réponse n'est pas trouvée dans la base de données vectorielle, réponds: je n'ai pas trouvé d'informations correspondantes dans la base de données, n'invente jamais de réponse. Ok, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans le document. On va tester avec une autre question. Prenons par exemple concentration. Concentration. Je vais juste envoyer le mot-clé concentration. Son but, ça sera de venir récupérer exactement les réponses qui concernent concentration dans le document. Donc, du coup, je vais envoyer concentration. Je vais voir. On va voir ce qu'il va faire. On lance concentration. Il récupère les informations. Boum. Ok, le mode de concentration est conçu pour réduire les interruptions. Il sélectionne les notifications nécessitant une notation immédiate, comme un message important ou une invitation de dernière minute. On va voir si c'est comme ça dans le document. Ouais, c'est ça. Comme il dit, c'est un nouveau mode de concentration, une notification pour HTML qui correspond à nécessiter une attention immédiate. Oui, une attention immédiate. Oui, comme un message concernant les directives pour aller. Bon, là, il a un peu modifié le message ici. Il a un peu modifié légèrement le message, mais il a compris, en fait, ce qu'on a demandé. Donc, du coup, on va tester avec un autre, qui est Genmoji. On va tester Genmoji. On va lancer Genmoji. On va lancer. Genmoji est une fonctionnalité qui permet de créer des autocollants uniques sans barrer les emojis. Par exemple, en tapant un chien sur une planche de surf, dans l'outil autocollant, l'idée se matérialise en quelques secondes. On va retourner dans le document pour voir. Voilà, il a utilisé les mêmes mots. Par exemple, un chien sur une planche de surf, votre idée sera matérialisée en quelques secondes. Il a utilisé les mêmes mots et il nous a sorti la réponse. Donc, vous pouvez voir un peu comment fonctionne un agent RAC. Donc, ça, c'est son rôle. Vous posez une requête, il va dans la base de données vectorielle, il récupère l'information et il vous fournit ça sur un plateau d'argent. Ok. Sachez que vous avez toujours la possibilité d'ajouter des trucs, comme par exemple, vous pouvez toujours ajouter des outils ici. Si ça vous chante, vous pouvez par exemple ajouter une calculatrice si c'est que vous voulez calculer des trucs. Vous pouvez appeler plein de trucs. C'est les stratégies sont infinies. Vous pouvez ajouter des trucs, ajouter des trucs, ajouter des trucs et ça va toujours fonctionner. Bon, là, on va sauvegarder et tout est bon pour l'explication de Agent IA RAC. Maintenant, on passe à la suite de la masterclass. Donc, on retourne à la documentation. Du coup, là, nous sommes à la partie démo. Partie 4, ajouter plus de capacités aux agents. Du coup, qu'est-ce que nous allons découvrir à la partie 4? Premièrement, on va construire des workflows comme des outils et je vais vous présenter des exemples. La puissance des outils personnalisés. Ce qui est bien avec N8N, c'est que nous avons la possibilité de créer des workflows qui exécutent une tâche spécifique. Comme au début de ma vidéo, j'ai créé un workflow qui me permet de faire un résumé si il y a une information qui s'est mise à jour dans ma base de données et me l'envoyer par mail. Du coup, ce que je peux faire avec ce workflow-ci, c'est de l'intégrer dans un agent IA. Et à chaque fois quand je vais écrire à cet agent IA, je vais envoyer une requête spécifique à cet agent IA. Par exemple, envoie-moi un résumé de ma base de données par mail. Directement, il va comprendre que il a besoin d'utiliser cet outil-là et il va exécuter la tâche automatiquement, sans toutefois que j'ai besoin de venir le faire à la mano. Du coup, c'est un peu ça. Là, comme vous pouvez voir sur ce schéma-ci, j'ai différents workflows que j'appelle. Ici, j'ai un workflow qui me permet d'envoyer un email, de recevoir les emails automatiquement,
de résumer ma base de données, de mettre à jour ma base de données, d'obtenir les infos dans mon calendrier et de définir un événement dans mon calendrier. Du coup, c'est pour ça que je dis, les agents IA peuvent utiliser les outils personnalisés. Ensuite, les outils peuvent être réutilisés et combinés, comme j'ai dit auparavant. Quand vous avez déjà créé un outil, vous pouvez les réutiliser et les combiner avec d'autres outils pour que ça soit plus performant. Et aussi, il y a une ressource de scalabilité. Donc, du coup, vous pouvez améliorer cet outil. Vous pouvez ajouter encore plus de fonctionnalités à cet outil et connecter cet outil à votre agent IA pour que votre agent IA soit encore plus puissant et plus robuste. Là, on va passer à une démo. Ok, là, je suis sur N8N et je vais choisir ce workflow-ci, agent IA assistant. Du coup, vous voyez ce workflow-ci. C'est ce workflow qui est représenté dans le schéma de ma présentation. Grâce à cet agent IA, j'ai la possibilité de récupérer les informations dans ma base de données vectorielle, ce que je venais de vous montrer, le hack. Donc, je peux faire du hack et en même temps, je peux aussi faire d'autres tâches comme envoyer un email à un contact dans ma base de données, recevoir des emails. Vous allez comprendre, quand je dis recevoir des emails, c'est un peu plus technique comme ce que vous êtes en train de penser. Résumer la base de données, mettre à jour la base de données, obtenir des infos dans mon calendrier et définir les événements dans mon calendrier. Quand je dis, par exemple, obtenir les informations dans mon calendrier, c'est que je peux demander à mon agent IA que résume-moi tout ce que je dois faire aujourd'hui. Du coup, il va arriver dans votre calendrier, il va récupérer toutes les informations qui sont dans votre calendrier et il va vous envoyer une réponse avec un résumé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'utilise Telegram. Donc, à chaque fois quand je fais la requête sur Telegram, mon agent IA, il l'exécute et il me renvoie la même réponse dans Telegram. Donc, c'est dans Telegram que je discute et je communique avec mon agent IA personnel que j'ai créé et qui me permet d'exécuter toutes ces tâches. Ok, là, je vais par exemple entrer et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, je vais entrer dans le sous-workflow. Du coup, voici le sous-workflow ici. Donc, du coup, grâce à ce workflow, je récupère la requête avec ce nœud-ci. Ensuite, grâce au message et modèle, je crée un message personnalisé en fonction de la requête que je reçois et j'envoie un email. Et ce nœud-ci, ce dernier nœud-ci, va envoyer une réponse à mon agent IA pour dire que l'action a été exécutée avec succès. Ok. Donc, par exemple, je m'explique. Si dans ma base de données vectorielle, j'ai mis des contacts à l'intérieur. Par exemple, j'ai plein de contacts dans ma base de données. Ce que je peux faire, c'est que j'écris à mon agent IA, je lui demande que envoie un mail à Boris pour dire si c'est que il est bien rentré. Directement, mon agent IA, il va exécuter la tâche. Il sait déjà qui est Boris parce qu'il a les informations dans la base de données vectorielle. Il va envoyer un email personnalisé à Boris. Ok, je vais maintenant vous montrer un exemple pour que vous puissiez comprendre. Là, voici des contacts qui sont stockés dans ma base de données vectorielle. Et parmi tous ces contacts-ci, tout ça, ce sont des mails un peu fictifs que j'ai créés, des contacts fictifs que j'ai créés. Et là, il y a juste ce mail-ci qui est correct. Et ça, c'est mon mail personnel. Du coup, là, je vais récupérer ce nom-ci, Julien Morel. Et ensuite, je vais venir ici sur mon agent et je vais exécuter le workflow. Quand je clique sur exécuter le workflow, ça déclenche le workflow et ça attend une requête sur Telegram. Donc là, je vais ouvrir mon Telegram pour vous montrer ça en live. Donc, du coup, je vais faire ceci et je vais revenir sur mon Telegram là et je vais ouvrir mon bot. Du coup, là, c'est mon bot ici et je vais décaler comme ça pour que vous puissiez bien voir l'exemple. Ok, je pense que comme ça, c'est parfait. Et là, qu'est-ce que je fais? Il dit, envoie un email à Julien Morel pour demander si il est au travail. Du coup, là, c'est bon. Normalement, je peux laisser ça comme ça. Je vais pas mettre, je vais pas lier. Voilà. Je peux laisser comme ça et je teste. J'envoie la requête. Directement, vous pouvez voir que directement, ça a déclenché ici. Ça essaie de récupérer les informations. Ça récupère pas les informations parce qu'il y a un problème de configuration. Là, je vais corriger le problème en live. Du coup, là, je pense que le problème vient d'ici.
Là, je vais choisir Masterclass, comme on avait créé le compte OpenAI Masterclass. Donc, du coup, je vais tester avec Masterclass. Je pense que là, ça va corriger le problème. Et je vais réexécuter le workflow et on va tester ensemble. Directement, ça se déclenche. Ça se déclenche, ça fouille, ça récupère le contact de Julien Morel et ça essaie d'envoyer, ça affiche encore une erreur. Donc là, pourquoi ça récupère pas les informations de Julien Morel? Va savoir. Ok, je pense que c'est toujours ici. Il y a toujours le problème de connexion. Il y a un problème de connexion ici. J'ai pas mis le bon truc. Je recorrige là. C'est bon. Je pense que là, c'est bon. On va retester encore. Je relance le workflow et je teste, je copie, je renvoie le message. Bam. Ça teste, ça teste. Ça essaie de récupérer les contacts. Ça récupère le contact. Boum. Ça essaie d'envoyer l'email et je n'ai pas pu envoyer l'email à cause d'un problème d'autorisation. Veuillez vérifier vos identifiants ou autorisations en récit. Ok, ça va encore afficher notre erreur. Là, on va venir ici et on va voir pourquoi il y a l'erreur ici. Ok, je comprends. Il y a l'erreur toujours à cause de la mauvaise configuration. Voilà, je sais pas pourquoi ça dérange comme ceci. Bon là, je vais venir ici, je vais déboguer l'erreur. Ok, l'erreur c'est ici. Toujours le compte ici. J'utilise pas le bon compte. Du coup, là, je remets le bon compte Masterclass. Tout ça, c'est un problème de OpenAI parce que ce compte ici n'est plus d'actualité. Je pense que ce compte ici n'est plus d'actualité et voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, j'ai remis, je sauvegarde et je reviens encore ici et je réessaye encore. On va réexécuter le workflow. Je vais renvoyer le même mail. Je vais diminuer comme ça pour qu'on puisse bien voir l'exécution. Là, je pense que là, comme ça, c'est bon. Ok, je vais renvoyer le mail, on va tester. Ah ok, là il teste. Il récupère le contact. Bam, il essaie d'envoyer l'email. Il a envoyé l'email. Boum, il m'a renvoyé une réponse. L'email est envoyé à Julien Morel pour lui demander s'il est au travail. Ok, super. Du coup, là je reviens dans mon Gmail. Je vérifie. Ici, c'est que je reçois bien le mail. Ok, on peut voir que j'ai reçu le mail ici. Voilà, il est 13h30. Là, voilà le mail ici à 13h30. Et tu es au travail. Bam. Du coup, ça a fonctionné. On va revenir. On va tester un autre truc. Ok, je suis plutôt satisfait avec le résultat. Là, on va tester, par exemple, mettre à jour un événement dans mon calendrier. Donc, celui-ci, on va tester. De là, je vais encore exécuter le workflow. Et je vais demander ça à mon agent IA. Ajoute un événement dans mon calendrier à 17h avec le titre Fais du sport. Donc du coup, je suis en train de dire à mon agent IA que à 17h, j'aimerais que tu mettes un événement dans mon calendrier. Fais du sport. Donc à 17h, je dois aller faire sport. Donc du coup, je veux que tu mettes ça dans mon calendrier. Du coup, j'exécute la requête. Il travaille. Il fait, il y a une erreur. Je pense que c'est toujours l'erreur de OpenAI. On va vérifier ça ensemble. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Dans ma tête, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, on corrige ça vite fait et on relance le workflow. Donc, je viens ici, je choisis juste le bon compte Masterclass qu'on a créé et je sauvegarde. Et là, je peux revenir ici et je reteste le workflow et je renvoie la requête. On voit si ça va fonctionner. Il exécute. Il a bien exécuté. L'événement fait du sport a été ajouté à votre calendrier pour 17h. Du coup, là, je vais venir à mon agenda ici, à mon calendrier. Vous pouvez voir ici, faire du sport à 17h. Voilà. Ça s'est ajouté automatiquement. Bon, on va tester encore pour voir si c'est qu'il peut mettre à jour pour 18h. Donc là, je vais revenir ici. Je vais retester. Au lieu de mettre 17h, je vais mettre 18h. Je peux mettre de 18h à 20h. Ok. Là, j'ajoute un peu, je rends un peu le prompt un peu plus solide. De 18 à 20h avec le titre Faire du sport. Du coup, je relance la requête. J'exécute d'abord le workflow. Ensuite, je lance la requête. Bam. Il exécute. Bam. L'événement Faire du sport a été ajouté à votre calendrier de 18 à 20h. Ok, on va vérifier ça ensemble. Il vient. On peut voir que voilà, Faire du sport de 18h à 20h a été ajouté automatiquement dans mon calendrier. Ok. Du coup, c'est un exemple pour vous montrer comment on peut ajouter plein d'outils et les interconnecter à notre agent IA pour exécuter des tâches répétitives de la journée et tout.
Donc ça peut aller super loin. On peut ajouter plein d'outils et demander plein de fonctionnalités à notre agent IA pour qu'il puisse l'exécuter. Donc du coup, c'est super intéressant. Donc là, c'était un peu pour vous montrer un peu comment ça se passe. Dans cette masterclass, je vais pas vous montrer étape par étape comment créer ça parce que j'ai déjà eu à faire une vidéo sur le sujet. Si c'est que vous voulez regarder cette vidéo, je vais épingler la vidéo ou bien je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Là, je vous explique étape par étape comment vous allez pouvoir construire ça de A à Z. Ok, là, on va revenir sur notre documentation. Je vais d'abord agrandir ici. On va revenir sur notre documentation. Ok, on a fini avec la démo. Partie 5, API et requête HTTP. C'est quoi une requête HTTP? En anglais, c'est HTTP request. Du coup, c'est mieux d'utiliser le jargon en anglais vu que N8N est en anglais. Mais bon, je vais vous expliquer ça. Ici, on va parcourir c'est quoi un API, c'est quoi les API, c'est quoi les endpoints, c'est quoi les calls, c'est quoi un HTTP request et je vais vous montrer quelques exemples dans N8N. Ok, c'est quoi les API? API signifie interface de programmation d'application. Du coup, une API est comme un pont ou un intermédiaire qui permet à deux applications ou systèmes différents de communiquer entre eux. Le API endpoint, c'est quoi? Un endpoint, point de terminaison entre parenthèses, est l'adresse précise d'une ressource ou d'une action disponible via une API. C'est comme l'URL d'une porte d'entrée pour accéder à une donnée. L'API call, c'est quoi? Un API call est l'action d'appeler l'endpoint. C'est-à-dire envoyer une requête à l'API pour obtenir ou envoyer des données. C'est comme frapper à la porte de l'endpoint. Et c'est quoi une requête HTTP? Une requête HTTP est le message technique envoyé à l'API. Là, c'est juste le jargon, vous ne comprenez pas, mais durant la pratique, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Ok, c'est quoi un HTTP request? Une requête HTTP. Son rôle, c'est de parler à d'autres sites ou à des services. Donc, du coup, une requête, c'est comme parler à un autre site ou un service pour récupérer les informations. Donc, du coup, ça a deux rôles. Une requête HTTP, soit ça récupère les informations, soit ça envoie les informations. Du coup, GET va vous permettre de récupérer les informations et POST va vous permettre d'envoyer des informations ou des données. Donc, c'est ça une requête HTTP. Les plus utilisés, c'est GET et POST. Il y en a d'autres requêtes HTTP, mais je ne vais pas entrer en détail par rapport à ça. Comment les API calls et les HTTP requests, les requêtes HTTP, fonctionnent-ils ensemble? La requête HTTP permet d'effectuer un appel à l'API. Du coup, quand vous faites une requête, la requête va dans l'API pour récupérer l'information. Là, j'ai fait un petit exemple de schéma pour que vous puissiez comprendre. J'aime toujours prendre un exemple de la nourriture parce que moi, j'aime bien la nourriture. Donc, du coup, je vous explique. L'API, ici, c'est quoi? L'API, c'est le service auquel vous vous adressez. Là, l'API, ici, c'est un restaurant. L'API endpoint, c'est où votre requête va arriver. On peut dire, c'est le dernier endroit où votre requête va arriver. Donc, quand vous allez faire une requête d'un point A à un point B, le point B, c'est le API endpoint. Donc, quand vous allez faire une requête, ça va partir et ça va arriver quelque part. Et c'est ça qu'on appelle le API endpoint. Donc, ça s'arrête à un niveau et c'est là-bas où la requête va être traitée. Ok, ensuite, il y a l'API call. L'API call, c'est la requête en elle-même. Donc, la requête que vous envoyez. Et du coup, la requête HTTP, c'est le mécanisme utilisé pour transmettre la requête. Bon, là, avec le schéma, c'est quoi? Vous êtes dans un restaurant, vous allez dans le restaurant pour faire une requête qui est de demander du poulet. Moi, j'aime bien le poulet. Ensuite, quand vous allez demander le poulet, qui est la requête, quand vous allez faire la requête que je veux un poulet, vous allez faire le API call. Vous allez appeler l'API. Je veux un poulet. L'API call va quitter de où vous êtes. Ça va arriver à la cuisine où on va cuisiner votre poulet. Mais comment ça quitte de où vous êtes
pour arriver à la cuisine, c'est par un serveur, dont le serveur est l'HTTP request qui va récupérer vos commandes et qui va arriver à la cuisine, qui est l'API endpoint. Et c'est dans cette cuisine que tout le travail va se faire. Et ce même serveur-là, il va récupérer encore l'information de la cuisine, donc vos nourritures, il va venir vous servir cela. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans N8N avec les requêtes qui vont d'un point et qui reviennent d'un autre point. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai bien expliqué, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc pour faire un résumé rapide, je suis dans un restaurant, je fais ma requête qui est je veux manger du poulet. Quelle est la personne qui récupère la requête? C'est le serveur. Et le serveur, il est quoi? Il est une requête HTTP. Il récupère ma requête, il va donner ça à l'API endpoint. L'API endpoint, c'est quoi? C'est le chef qui cuisine mon repas. Quand le chef finit de cuisiner mon repas, la requête HTTP récupère encore cette même information pour revenir vers moi. Parce que j'ai envoyé une requête et j'ai besoin que cette requête revienne à moi. Et pour que cette requête revienne à moi, c'est toujours la requête HTTP qui part et c'est cette même requête qui revient avec l'information. Et quand ça revient, je reçois et je peux traiter. Et là, j'ai beaucoup parlé pour essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Voilà. Ok, là, on va faire une petite démo et je vais vous montrer comment ça se passe de façon plus visuelle. Là, vous ne serez pas embrouillé si c'est que vous n'avez pas de notion par rapport à cela. Du coup, là, de retour sur mon N8N, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ce workflow-ci. Donc, du coup, là, dans ce workflow-ci, j'ai connecté 3 requêtes HTTP pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour là, vous pouvez voir ici, get, c'est-à-dire quoi? Je récupère l'information, donc je demande que l'information vienne à moi. Ici, c'est un get aussi, et ici, c'est un post, c'est-à-dire j'envoie la requête. Donc, j'ai pris l'exemple d'un get et d'un post pour que vous voyez un peu comment ça se comporte. Du coup, pour le get, premier truc ici, c'est que j'ai connecté un API qui va me permettre de scraper X. Du coup, cette requête HTTP va aller dans le profil d'un utilisateur spécifique que j'ai spécifié dans mes configs. Il va sur le profil de l'utilisateur, il va scraper ses posts Twitter et il va me les renvoyer. Donc du coup, c'est ce qu'il fait. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis le nom d'utilisateur, j'ai mis l'ID d'utilisateur et j'ai configuré l'API pour qu'il puisse aller récupérer l'information. Donc du coup là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un get parce que là, il part récupérer l'information. Donc c'est ça un get. Du coup, si je lance, si j'exécute, vous pouvez voir que quand je vais exécuter, il va aller récupérer l'information et il va me renvoyer l'information. Et voilà les informations qu'il m'a renvoyées. Je vais mettre ça en table pour que vous puissiez bien voir. Là, du coup, vous pouvez voir que ici, voici le tweet de la personne ici. Donc, il a fait un tweet qui parle de Alerte Info. Hier, des colons israéliens ont envahi le village chrétien, etc., etc. Donc, du coup, ça, c'est un média sur Twitter un média info sur Twitter. Donc là, je récupère ces infos. Je récupère les tweets qu'il fait et je reçois les tweets. Donc, du coup, là, c'était juste un exemple. Voici un autre exemple ici. Ça, c'est un autre tweet qu'il a fait. 80% de la Bible parle de la Judée et Samarie, machin truc, je sais même pas c'est quoi. Donc voilà, ici il parle de ce soir célébrant la vie et l'espoir d'Israël, il parle un peu. Donc ce sont les tweets qu'il a fait et du coup moi je récupère ces tweets-ci grâce à la requête HTTP que j'envoie. Ok, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ici, ça c'est une requête HTTP pour Google. Du coup là, je passe par l'API de Google, je fais une requête sur le navigateur Google et il me renvoie des réponses par rapport à cela. Donc du coup, là ici, si j'agrandis, j'ai configuré ma requête que je veux que sur Google, il va sur le site linkedin.com. Ensuite, il récupère les CEO qui sont dans l'immobilier et qui sont à Paris. Donc là, comme vous pouvez voir, CEO plus immobilier plus Paris. Donc là, ensuite, vous pouvez voir là. Et qui
Donc du coup, ça c'est ma clé API ici que j'ai collée. Et voilà le résultat que je vais obtenir. Je vais obtenir un résultat. Donc quand je dis un là c'est une page. Donc j'ai fait une requête Google pour qu'il puisse aller récupérer les informations de la première page au Google et il me renvoie toutes ces réponses-là. Si je mettais égal à 2, il allait partir à la deuxième page et me renvoyer les réponses. Donc du coup, si je teste, vous pouvez voir qu'il a fait la requête, il est parti sur Google, il a fait une requête pour récupérer des informations. Voilà, et il a récupéré les informations. Comme vous pouvez voir ici, voilà un exemple, Florian Majolet, CEO, chasseur immobilier, il a récupéré le lien LinkedIn. Donc si par exemple, si je récupère ce lien-ci, je sais pas, je tape sur mon navigateur, je sais pas si je vais tomber sur lui. Là, directement, je tombe sur son profil ici. Voilà son profil ici. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Une requête HTTP que j'ai faite. Voilà. Là, c'est un peu flou, mais c'est un peu comme ça que ça se comporte. Vous pouvez un peu voir un peu quelques exemples. Là, il a récupéré d'autres profils ici, d'autres profils, plein de profils. Donc, c'est un peu à quoi sert cette API. Voilà. Ensuite, le dernier, ça, c'est un post. Le rôle, c'est d'aller publier des infos dans mon calendrier. Donc, du coup, ça, c'est un API qui me permet de publier des événements dans mon calendrier. Du coup, là, ici, dans le JSON, j'ai mis des paramètres spécifiques qui doivent mettre en place dans mon calendrier. Donc là, je lui dis que le titre de mon calendrier, ça sera rendez-vous immobilier. La location, ça sera à Paris, France. La description, ça sera rencontre avec le CEO immobilier. Et ça, c'est la date. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la date de début. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la date de fin. Ça, c'est le temps. Et ça, c'est l'email de la personne avec qui j'aurai le rendez-vous. Là, on peut jouer avec, à la place de rendez-vous immobilier, à la place de 9 par exemple, je peux mettre 10, ça va faire octobre. Non, ça sera trop loin. Bon, du coup, ce que je peux faire, c'est que je modifie juste ici. À la place de rendez-vous immobilier, je mets rendez-vous sport. Et ensuite, je reviens dans mon calendrier et je supprime cet événement parce que voici l'événement que ça avait créé ici. Je supprime cet événement-ci pour voir si l'événement va se mettre à jour ici à nouveau. Donc là, je reviens. Non, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est là. Rendez-vous sport. Ok, c'est bon. Et j'exécute directement. Il a envoyé la requête. Comme j'ai choisi un poste, et il a exécuté la requête. Donc du coup, c'est ce que je peux revenir dans mon calendrier. Normalement, voilà, vous pouvez voir ça apparu ici directement. Rendez-vous sport. Voilà, ça c'est une requête HTTP que j'ai envoyée et qui est venue mettre à jour une information dans mon calendrier. Avec un exemple, c'est plus parlant et vous arrivez à mieux comprendre le truc. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour connecter, par exemple, l'API de Twitter pour faire du scrapping, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vais mettre la vidéo en description. Vous allez dans la vidéo et vous allez regarder comment j'ai fait. Du coup, j'ai utilisé ce site-ci. Et ce site-ci, c'est une API qui permet de scraper sur Twitter. Là, je vais un peu vous montrer un peu quels sont les trucs que ça peut faire. Alors, quand je clique sur documentation, voilà. Donc, du coup, là, grâce à ça, vous avez la possibilité de récupérer des infos Twitter d'un utilisateur. Vous pouvez récupérer ses derniers tweets. Vous pouvez récupérer ses nombres d'abonnés et les personnes qui suivent. Vous pouvez récupérer plein de trucs. Voilà. Ça sont les get requêtes, les requêtes HTTP get que vous pouvez faire. Ensuite, il y a le post. Le post, c'est quoi? Vous pouvez publier. Vous pouvez envoyer les DM. Vous pouvez retweeter. Vous pouvez vous abonner à un utilisateur. Donc, du coup, vous pouvez presque tout faire. Voilà. Ça, c'est l'outil que j'utilise pour faire la requête avec l'HTTP sur Twitter. Ok, j'espère que mon explication a été assez claire pour vous. Si c'est pas clair, je vous invite juste à jouer avec l'outil N8N. Vous n'allez pas tout comprendre dès le départ. C'est de plus en plus que vous mettez du cœur, de l'intérêt et
et que vous allez apprendre rapidement. Et pour ça, j'ai créé une communauté Skool qui est 100% gratuite. Le lien est dans la description. Dans cette communauté, vous allez vous entourer des personnes qui ont la même passion que vous, qui ont la même dégaine, qui ont la même rage, des personnes qui sont intéressées par les automatisations et les agents IA. Et là-bas, si c'est que vous avez un problème, vous soumettez le problème et forcément, il y a une personne qui a déjà eu à résoudre ce problème-là et il pourra vous aider à résoudre ce problème. Et en même temps, c'est une communauté où vous allez pouvoir trouver des potentiels collaborateurs. Vous pouvez trouver des potentiels clients parce qu'en même temps, il y a des personnes qui viennent pour chercher des clients. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aide dans N8N, qui ont besoin des automatisations, qui vont aller dans la communauté chercher des personnes avec qui travailler. Donc du coup, c'est une communauté qui est 100% gratuite et vous manquez rien à y rejoindre. Et dans cette communauté aussi, il y a tous mes workflows. Tout ce que je crée devant vous ici est disponible là-bas et vous pouvez aller juste vous servir. Vous copiez le JSON et vous collez dans votre N8N et vous interconnectez vos API et vous êtes prêt à découler. Ok, maintenant on va retourner à la documentation. Ok, on a fini avec la démo. On enchaîne avec la partie 6 qui est la partie finale. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette masterclass. Je sais que c'est super long et que ce n'est pas facile, mais nous arrivons déjà à la fin. Tenez bon. Ok, à la partie 6, je vais vous montrer c'est quoi les 0 workflows, les meilleures pratiques à faire et les prochaines étapes de votre apprentissage dans N8N. Ok, on passe directement à la démo. Ok, étant ici, on va créer un error workflow et je vais vous montrer comment ça se passe. Du coup là, je vais créer un nouveau workflow. Je vais créer un nouveau workflow. Ici, je vais ajouter comme trigger error trigger. Voilà le error trigger que j'ajoute ici. Ensuite, j'aimerais que à chaque fois que je vais exécuter un workflow et que le workflow que j'exécute, il y a une erreur, j'aimerais que mon error trigger m'envoie une réponse pour me dire que salut, il y a eu une erreur sur tel workflow, etc., etc. Donc du coup là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir mon error trigger. Je vais lancer une requête comme ça. Du coup, ça a déclenché, vous pouvez voir. Voilà, ça a déclenché un truc. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais ajouter un nœud. Le nœud que je vais ajouter, c'est par exemple, disons Telegram. Je vais ajouter un nœud Telegram parce que j'aimerais que mon error trigger me renvoie un message de Telegram à chaque fois qu'il y a une erreur dans un de mes workflows. Du coup, là, je vais choisir Send et Text Message ici. Là, sur Chat ID, je vais coller l'idée où j'aimerais que mon bot Telegram puisse m'envoyer des messages. Et ensuite, sur texte, c'est le texte qui va m'envoyer. Du coup, je configure ça tout de suite. Ok, là, j'ai terminé de remplir les informations. Là, c'est l'idée de mon chat. Et ici, c'est mon message que je vais envoyer à chaque fois qu'il y aura une erreur dans un de mes workflows. Ici, sur Workflow, je vais venir déposer le workflow. Ensuite, le message d'erreur, je vais venir glisser le message ici. Et ensuite, le lien, je vais venir glisser le lien ici. Donc, chaque fois quand il y aura une erreur dans mon workflow, je vais recevoir un message Telegram qui me dit tel workflow que tu as créé et que tu as lancé, il y a une erreur spécifique. S'il te plaît, va vérifier. Donc, c'est un peu ça, le rôle de ça. Du coup, là, tout est connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça erreur. Ensuite, je vais sauvegarder. Ok, c'est bon. Ok, je pense que vu que j'ai terminé de créer le workflow qui va déclencher le error, là, je vais créer un autre workflow et je vais faire exprès de déclencher une erreur pour que ce workflow puisse s'exécuter.
Alors là, je vais créer un nouveau workflow. Je vais venir ici sur plus, créer un nouveau workflow. Ici, je vais choisir comme trigger une form. Je vais chercher form submission. OK. N8N form. Du coup, ça, c'est un trigger qui déclenche à chaque fois que quelqu'un remplit une information dans un formulaire de contact. Donc ça, c'est le formulaire de contact à défaut de N8N. OK. Ici, le titre du formulaire, ça sera contact. On va faire un truc un peu super basique. Ensuite, on va ajouter un champ. On va ajouter le champ nom. OK, super basique. Et c'est bon. On ne complique pas la tâche. Ensuite, ici, on va ajouter un... Bon, premièrement, on va d'abord activer le workflow. OK, c'est bon. Le workflow activé. Ensuite, je vais ajouter un calendar, un Google Calendar. Ensuite, je vais choisir, par exemple, Create an event. Et ici, je vais effacer ça pour que ça puisse déclencher l'erreur, pour forcer l'erreur. Donc, je vais choisir ça. Là, je peux choisir le calendrier ici. Je choisis mon calendrier, c'est bon. J'interconnecte les infos. Ensuite, là, je vais venir ici dans les 3 points, dans les paramètres. Je vais choisir le workflow erreur. Je vais chercher erreur. Là, voici ça, erreur ici. Je vais choisir le workflow et je vais sauvegarder. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis en train de dire que à chaque fois que ce workflow-ci aura un problème, s'il te plaît, déclenche le workflow qui s'appelle erreur. C'est tout. Donc là, je vais nommer ça calendar. On va nommer ça juste calendar comme ça. OK, je pense que c'est bon. Là, je vais revenir à mon Telegram pour voir si c'est que je vais recevoir un message, si c'est qu'il y a une erreur. Donc là, je vais exécuter le workflow. Mais avant d'exécuter, je vais pas cliquer ici, j'exécute workflow. Je vais venir ici, je vais récupérer le production URL. Je vais copier le production URL. Je vais venir ouvrir une page. Je vais coller le lien ici. Et là, comme nom, je peux juste mettre Jaurès. Ensuite, je soumets le formulaire. Comme vous pouvez le voir ici, on a exécuté le workflow, on a forcé une erreur et on a reçu l'erreur comme configuré. Et voilà l'erreur qui dit le workflow, c'est calendar, message d'erreur, bad request, please check your parameters. Donc, du coup, vérifiez vos paramètres. Le lien qui redirige vers le workflow, c'est ce lien. Du coup, si je clique sur ce lien, je vais arriver où il y a le workflow. Et voilà, this message was sent automatically with N8N. Là, c'est la signature de N8N. Je peux retirer ça si je veux. Et je pense que je vous ai montré comment le faire. C'est pas compliqué. OK, c'est bon pour le tuto d'erreur. Maintenant, on va se retourner vers la documentation et on va continuer la masterclass. OK, on a fini normalement avec la démo. On continue. OK, là, nous arrivons presque à la fin de cette masterclass. Et avant de vous laisser, je vais vous donner quelques bonnes pratiques à faire quand vous débutez sur N8N. Première chose, gardez toujours vos workflows organisés et à jour. Comme vous avez vu, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais OpenAI qui était mal configuré dans tous mes anciens nœuds. Du coup, chaque fois quand j'ai lancé une opération, ça m'affichait une erreur parce que j'avais oublié de mettre à jour les nouveaux coordonnées de OpenAI. Donc, gardez toujours vos workflows bien organisés et à jour. Vous avez la possibilité d'utiliser vos sous-workflows plusieurs fois et autant de fois que vous voulez. Comme vous avez vu, moi j'ai créé plusieurs workflows. Un workflow pour envoyer un email, un workflow pour mettre à jour mon calendrier, un workflow pour faire plein de trucs. Donc du coup, j'ai la possibilité de réutiliser ce même workflow plusieurs fois et à chaque fois quand j'ai juste besoin d'utiliser ce workflow, quand je suis en train de travailler, je peux juste reconnecter ça à mon agent IA et l'utiliser. Du coup, ça va vous éviter de créer le workflow à chaque fois. Donc, vous avez juste à créer ce workflow une seule fois, de sauvegarder et de l'utiliser autant de fois que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez scaler vos workflows et vos automatisations en ajoutant d'autres fonctionnalités, en ajoutant d'autres API, en ajoutant plein de trucs pour que ça soit plus robuste et plus efficace. Ensuite, les prochaines étapes pour vous que je vous recommande, c'est dès aujourd'hui, commencer à construire vos premiers workflows. Si c'est que vous débutez,
Je vous invite à regarder mes vidéos et dans ces vidéos-là, j'ai fait plein de vidéos où je vous explique comment créer des automatisations, créer des agents IA, faire des workflows, etc. Donc, si c'est ce que vous avez besoin, vous pouvez vous référer à mes vidéos. Et aussi, j'ai créé une communauté School, le lien est dans la description, où il y a des personnes qui sont passionnées comme vous par les agents IA, par les automatisations. Du coup, je vous invite à rejoindre cette communauté pour échanger avec eux. Peut-être vous allez trouver des potentiels collaborateurs, des futurs clients, ou bien même vous allez trouver des réponses à vos problèmes. Parce que mon but, c'est de regrouper toutes les personnes qui ont une même passion sur le sujet des automatisations et des agents IA, afin que nous puissions nous entraider. Du coup, si c'est que vous avez un problème, vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez aller dans la communauté, poser vos problèmes et forcément, il y aura une personne qui aura déjà résolu le problème et qui pourra vous aider. Et en plus, vous aurez accès à moi, vous pourrez me poser vos questions et je vais faire l'effort de vous répondre. Explorer des modèles avancés. Je vous ai montré au début sur comment vous pouvez trouver des templates qui ont déjà été créés par des développeurs. Vous pouvez utiliser ces workflows et tester pour voir si c'est que ça fonctionne de votre côté et tester et l'améliorer et partager aussi à d'autres personnes et ainsi de suite. Expérimenter des nouvelles intégrations. Chaque jour, N8N met à jour des nouvelles intégrations. Je vous invite à jouer avec, à connecter plein de trucs, les API, à tester plein de trucs. Et c'est au fur et à mesure que vous exercez que vous allez vous améliorer. Et à la fin, créer et partager des workflows. Du coup, comme je disais, c'est pour ça que j'ai créé cette communauté. Dans cette communauté, vous allez trouver d'autres personnes qui ont une même passion que vous. Des personnes qui créent des workflows et qui partagent. Et là, vous allez pouvoir partager vos connaissances à d'autres personnes et vous lier des liens que vous ne savez pas où ça peut vous amener. Du coup, je vous invite à créer, partager. C'est bien de partager, c'est pas bien de garder tout pour vous. Moi, je suis quelqu'un que mon but, c'est d'aider un max de personnes. Du coup, c'est pour ça que tous mes trucs, tous mes workflows que je crée, c'est totalement gratuit et c'est ouvert à tous. Et tout ça est disponible dans ma communauté School, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui. Ok, je tiens à vous féliciter quand nous sommes arrivés à la fin de cette masterclass. Je vous ai expliqué c'est quoi les API, c'est quoi les requêtes HTTP. Je vous ai expliqué comment créer un workflow. Je vous ai expliqué comment créer un agent IA. Je vous ai expliqué c'est quoi un RAG, comment configurer un RAG. Je vous ai expliqué c'est quoi une base de données vectorielle. Je vous ai expliqué plein de trucs. Grâce à tout ce que je vous ai expliqué là, vous pouvez déjà dès aujourd'hui commencer à créer vos premiers agents IA. Forcément, vous ne serez pas un expert, mais avec la connaissance que je vous ai donnée aujourd'hui, vous avez déjà la possibilité de commencer quelque part. Et c'est ça le plus important. Du coup, si c'est que vous êtes une personne qui est passionnée par les automatisations et les agents IA, je vous invite juste à laisser un like pour montrer à l'algorithme que la vidéo que j'ai faite, c'est une bonne vidéo et que ça peut aider d'autres personnes. Et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, car je suis super actif dans cette chaîne et chaque jour, je publie des nouveaux tutos. Donc si c'est que vous ne voulez pas rater ça, activez juste la cloche de notification. Je vous félicite encore jusqu'à arriver à ce niveau-ci. Franchement, vous avez été déterminant parce que ce n'est pas facile de s'asseoir plusieurs heures pendant une vidéo. Félicitations à vous. Et ce n'est que le début. Et beaucoup de motivation si c'est que vous voulez vous lancer. N'oubliez pas, rejoignez la communauté School. Et on se retrouve là-bas pour créer grand chose. Merci. Ciao.